Aujourd'hui, exactement aujourd'hui, 4 astronautes montent à bord d'une fusée en direction de la Lune. Je veux dire, ça devait être aujourd'hui, samedi 7 février 2026, mais le lancement a été reporté. Si aucun pneu ne crève, pas de manque d'essence ni de surchauffe du radiateur, cette fusée pourrait décoller en mars ou avril cette année. Vous avez sûrement entendu parler du programme Artemis. C'est un programme de la NASA des États-Unis pour ramener l'être humain sur la Lune, plus de 50 ans après. Et oui, un vol est prévu cette année où 4 astronautes vont faire le tour de notre satellite naturel et revenir. Oui, on espère qu'ils reviendront. La première fois que l'homme a marché sur la Lune, c'était en 1969, pendant le programme Apollo avec la fusée Saturn V, dont le fonctionnement a déjà été expliqué. Et la dernière fois que l'être humain a posé le pied sur la Lune, c'était en 1972. Un peu après, et depuis, plus personne n'y est jamais retourné. À la fin des années 60, une mission a eu lieu en raison de la rivalité technologique entre les États-Unis et l'Union soviétique pour dominer l'espace, appelée la course à l'espace. Donc, à l'époque, ça avait du sens de dépenser une montagne d'argent pour aller sur la Lune. Mais après qu'ils y soient allés, et qu'ils y soient allés 6 fois, ça a commencé à perdre de son intérêt. Et, depuis lors, les États-Unis ont décidé que ça ne valait plus la peine de dépenser de l'argent pour envoyer des gens sur la Lune. C'est pourquoi nous n'y sommes jamais retournés, malgré les avancées technologiques. Sauf que maintenant, on a un peu retrouvé une course à l'espace, parce qu'il y a la possibilité d'aller sur Mars, parce qu'il y a la possibilité de coloniser la Lune, d'y installer une base permanente. Donc, une fois de plus, les États-Unis veulent retourner sur la Lune, et c'est pour ça qu'ils ont créé le programme Artemis. Cette fois, on n'y ira plus avec la Saturn V, mais avec cette petite merveille qu'on vient d'imprimer à l'échelle 1%. Oh là là, mon Dieu, elle tombe déjà en morceaux alors qu'elle n'a même pas encore volé. Même si on l'a imprimée à l'échelle 1%, ça veut dire que chaque centimètre ici correspond à 1 mètre dans la réalité. D'accord ? D'ailleurs, il y a aussi un être humain qu'on a imprimé pour que vous puissiez avoir une idée de la proportion de la taille de la bête. La fusée fait 98 mètres de haut, donc ça, c'est une personne d'1,80 m. D'accord ? À côté de cette monstruosité. Et cela correspond à peu près à un immeuble de 30 étages. Il n'est pourtant pas plus grand que Saturn V. Il est un peu, de quelques mètres, plus bas, mais il est plus puissant, environ 15% plus puissant. Cette vidéo vous permet de suivre le lancement de la fusée et de comprendre ce qui s'y passe. Donc, je vais vous montrer comment va se dérouler le voyage, et nous allons comprendre un peu plus cette mission Artemis 2. En 2021, nous avons eu Artemis 1. C'était le premier décollage de cette fusée. Une mission non habitée entièrement contrôlée à distance par des robots. Ce n'était donc pas aussi intéressant qu'aujourd'hui où des personnes vont retourner sur la Lune. Avant de décoller, comprenons bien ces noms, d'accord ? Le nom de cette fusée ici est SLS, qui signifie Space Launch System, c'est-à-dire système de lancement spatial. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Le nom du programme dans son ensemble, c'est-à-dire toute l'organisation de ces voyages vers la Lune, est Artemis, parce qu'il est basé sur une déesse grecque. Elle était la déesse de la chasse, de la Lune et la sœur d'Apollon, nom de la mission des années 70. Et ici, au bout, on a un troisième nom, qui est le vaisseau Orion. Généralement, on donne un nom à la fusée et un autre au vaisseau au sommet. Dans ce cas-là, le vaisseau s'appelait aussi Apollon. Et oui, il a encore manqué de créativité. L'idée est de lancer la fusée depuis le Kennedy Space Center, lieu de lancement du Saturn V et du célèbre Boraver, montrant son fonctionnement. L'un des moments les plus tendus du lancement, c'est de remplir tout ça de carburant. Dans ce cas, un carburant liquide. Tu sais ce que c'est ? De l'eau. Pas exactement de l'eau comme on la connaît, mais presque. Regarde ça. Ici, on va avoir une partie d'hydrogène liquide et une partie d'oxygène liquide. Et oui, ce sont exactement les deux éléments chimiques qu'on retrouve dans l'eau. Au moment où on a de l'oxygène qui réagit avec de l'hydrogène, ça libère beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, et alors ces gaz se dilatent de façon folle. Et oui, le résultat de cette réaction entre l'oxygène et l'hydrogène, c'est de l'eau. Ça veut dire que ce qui sort ici de la bouche de cette fusée, au final, c'est de l'eau sous forme de vapeur. Mais c'est bien de l'eau. Commençons notre voyage, quant à rebours. La fusée a quitté le sol. Pas seulement avec ce propulseur ici, mais aussi avec ses auxiliaires, ces deux-là qui sont sur les côtés. Si tu trouves qu'ils ressemblent un peu à ceux de la navette spatiale, oui. Ce sont en quelque sorte des descendants de ces boosters, sauf qu'ils sont un peu plus grands. D'accord ? Ici, ce n'est pas de l'hydrogène avec de l'oxygène, c'est un carburant solide. Et juste après que cette fusée a pris un peu d'élan, qu'elle est montée de quelques dizaines de kilomètres, ces boosters, tu vois, est-ce que je peux faire ça sans tout gâcher ?
Ils sont largués, ils sont jetés dans la mer, dans la navette spatiale. Ici, c'était réutilisé, d'accord? Donc tu pouvais réutiliser le booster. Maintenant, non. Maintenant, ils vont être jetés, donc on n'aura que cette partie ici qui continue à voyager. La fusée continue de monter. Si tu te demandes pourquoi elle ressemble à une énorme carotte, je me suis aussi posé la question et j'ai découvert que c'est parce qu'ils mettent une mousse, une protection thermique, autour des réservoirs de carburant. Et c'est nécessaire, non pas parce que ça chauffe trop, mais parce qu'au moment où tu mets l'hydrogène liquide, il doit être très froid. Mais quand je dis très froid, c'est vraiment très froid. C'est moins 253 degrés Celsius, très proche du zéro absolu, qui est la température la plus froide qui existe dans l'univers. Alors, si on ne protège pas comme si c'était une glacière, qu'est-ce qui va commencer à se passer? La glace va commencer à s'accumuler autour de la fusée pendant qu'elle est encore sur la rampe de lancement. Donc, il faut transformer la fusée en une carotte. En revenant à notre voyage, après seulement 3 minutes de lancement, une autre partie va déjà être larguée. C'est cette pointe ici, cette petite fusée à l'avant, c'est un système d'éjection. Si au moment où les astronautes sont à l'intérieur, que ce soit avant le lancement ou juste après, il y a une explosion ou une panne très grave, ce système est activé et emmène la capsule avec les astronautes loin, comme un système d'éjection de siège de pilote de chasse. Dès lors, cette pièce n'a plus de raison d'être et est donc aussi abandonnée. Quelques minutes plus tard, il n'y a pratiquement plus d'air. Donc on peut larguer cette protection latérale, ici, ce carénage de la fusée. Et seulement 8 minutes après le décollage, oh, pas celle-là! Tout cela est très fragile. On ne fabrique plus de fusées comme avant. Reprenons. 8 minutes après le décollage, toute la carotte était déjà épuisée. Il n'y a plus d'hydrogène ni d'oxygène ici à l'intérieur, ceci peut déjà être largué, ça retombe sur Terre et ce qui continue, c'est seulement cette partie. Ce petit mini-fusée ici a aussi son nom, qui est ICPS, qui vient de l'étage intermédiaire de propulsion cryogénique. En traduction, c'est l'un des étages de la fusée et il porte ce nom cryogénique. Car cela signifie très froid, puisque l'intérieur contient aussi hydrogène et oxygène. Cette petite fusée va placer l'ensemble dans une orbite très éloignée de la Terre, donc cela veut dire que cet ensemble va tourner autour de la Terre. Mais bien plus loin que la Station spatiale internationale. Je veux aussi vous raconter quelque chose de triste. Aujourd'hui, les astronautes n'ont presque que 3 destinations possibles. Soit ils montent et descendent, ils font ce tourisme spatial, qui est pratiquement un saut qui va juste jusqu'à l'espace autour de la Terre. Soit ils vont vers les 2 seules stations spatiales qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont la Station spatiale internationale, l'ISS, et Tiangong. Comment on dit? Chinoise. Oui, attends. Tiangong. Ces vols qui montent et descendent, généralement, ils dépassent un peu les 100 km d'altitude, à partir de là où on considère que c'est l'espace. Et les stations spatiales, elles sont à environ 400 km d'altitude par rapport au sol. Et ce que je trouve un peu ennuyeux, c'est que c'est très proche. Ils sont déjà dans l'espace, mais 400 km, c'est comme de São Paulo à Rio de Janeiro. On y va et revient très vite. On peut voir ces stations à l'œil nu la nuit. Le voyage que ces gars-là vont faire est incroyablement génial. La Lune est à 384 000 km de la Terre. Et ils vont au-delà de la Lune. Ils vont passer derrière la Lune. Donc, le voyage que ces gars vont faire est à peu près 1000 fois plus long qu'un voyage vers la Station spatiale internationale. Ce petit ensemble ici va déjà tourner très loin de la Terre. Il est à environ 70 000 km de distance. C'est-à-dire qu'il a déjà laissé la Station spatiale internationale très loin derrière. Pendant qu'ils seront en orbite terrestre, ces vaisseaux se déconnecteront. Alors le CPS va se déconnecter du module de service et du module habité ici d'Orion. Mais ils continuent de voyager ensemble, un peu comme un jeu de chat. Ils testeront plusieurs connexions ici pour s'assurer que tout fonctionne et faire des exercices. Ils passeront plus de 24 heures à tourner autour de la Terre pour vérifier que tout est prêt pour la Lune. Et là oui, si tout est en ordre, seule cette partie ici, cette petite fusée, va brûler le carburant et effectuer ce qu'on appelle l'injection translunaire, dont la traduction est prendre la fuite et partir vers la Lune. Allons-y, ils sont déjà en route pour la Lune. Et j'ai oublié de déployer les panneaux solaires. Bon, ça arrive avant, mais enfin, à ce moment-là, ce vaisseau a déjà ses ailes ouvertes, avec ses panneaux ici recevant l'énergie du soleil. C'est bon?
D'accord, allons-y vers la Lune. Un truc sympa ici, c'est qu'ils sont déjà en train de voler. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils volent parce qu'il n'y a pas d'air. Mais ils voyagent dans une région où il n'y a plus du tout d'air. Il n'y a plus de résistance de l'air, donc le vaisseau peut avoir cette forme étrange. Une chose de plus, tu brûles du carburant et allumes la fusée seulement un court instant. La fusée n'est pas allumée pendant tout le trajet vers la Lune. Tu donnes une impulsion et le vaisseau continue d'avancer. Il n'y a rien qui l'arrête. Et il y a quelque chose de très beau qui se passe ici, en plein milieu du trajet, c'est que ce vaisseau, il est en train de monter. C'est étrange, mais il s'éloigne de la Terre, donc il est de plus en plus loin du sol. Ou vu autrement, la Terre veut récupérer le vaisseau, la Terre essaie de ramener le vaisseau, mais il s'en va. C'est comme si elle montait pour toujours vers la Lune, sauf que la fusée est éteinte, ça veut dire qu'elle monte, mais à un moment donné, elle va vouloir redescendre, non? Oui, c'est exactement ça. Quand elle s'approche de la Lune et qu'elle fait le tour par derrière, elle revient un peu toute seule, en tombant vers la Terre. Et si tout se passe bien, ces panneaux ne vont pas s'envoler, ils vont rester ici. Mais enfin, il existe un calcul très précis pour que ce vaisseau quitte la Terre et arrive près de la Lune. La gravité de la Lune va attirer le vaisseau, mais ce n'est pas suffisant pour le faire tomber sur la Lune, alors il retombe sur Terre. C'est un peu comme dans un seul élan. C'est à peu près comme si on lançait un objet en l'air et qu'il retombait. Mais ils ne sont pas encore arrivés sur la Lune. Allons-y, ils sont en route. Le voyage dure 4 jours. Et quand ils approcheront de la Lune commencera à les attirer, alors le vaisseau commencera à tourner autour de la Lune. Ils ne vont pas s'approcher tant que ça. D'accord? La distance est d'environ 7000 km. C'est là que des choses très intéressantes commencent à se passer. D'abord, comme ils vont passer derrière la Lune, ils seront des êtres humains à voir la face cachée de la Lune. La Lune tourne autour de la Terre, toujours avec la même face tournée vers nous. C'est comme si elle tournait ainsi, elle ne montre jamais cette face à la Terre. Donc, ce qui se trouve derrière la Lune, nous ne l'avons jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Les seules personnes qui ont déjà vu cela de leurs propres yeux sont les astronautes qui ont participé au programme Apollo. Pour la première fois en 50 ans, des humains verront la face cachée de la Lune. Une chose importante à savoir, c'est que ce côté caché ne veut pas dire qu'il est sombre, d'accord? Bien au contraire. Quand on voit la nouvelle Lune ici sur Terre, cela signifie que le Soleil frappe de l'autre côté. Donc c'est un côté caché, mais ce n'est pas un côté sombre. S'ils sont dans cette phase de la Lune, ils verront tout cela ici et aussi le pôle sud de la Lune, où les prochaines missions Artemis veulent atterrir. Atterrir au pôle sud est intéressant car il pourrait y avoir de l'eau et la région, plus froide, reçoit la lumière différemment. À ce moment-là, quand les astronautes seront là, derrière la Lune, à 7000 km de distance, ils seront les êtres humains qui se seront éloignés le plus de la planète Terre. Ils vont battre le record de distance depuis la Terre. Le précédent record appartenait à Apollo 13 qui n'a pas pu atterrir sur la Lune, mais Artemis Dios vise encore plus loin. Une autre chose qui va se passer, et je ne sais pas exactement comment ils vont le voir, c'est le lever de la Terre. On pourra voir la planète Terre se lever derrière la Lune. Et c'est une autre vue que seuls les astronautes ont le privilège de voir. La première fois que cela a été enregistré, c'était lors de Apollo 8 missions similaires à celle-ci, avant que l'homme ne marche sur la Lune. Les gars ont fait le tour de notre satellite naturel, ont réussi à voir la Terre se lever et ont fait coïncider cela avec la veille de Noël. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus grands coups de marketing de toute l'histoire de l'humanité. Parce que imagine, la veille de Noël, toutes les familles réunies. Et, soudain, ils ont lancé un direct, une transmission en direct. Là, derrière la Lune, au moment où la Terre était en train de naître, derrière la Lune. Et là, les gars ont ouvert la Bible et ont lu la Genèse, qui est le début de la Bible, où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est-à-dire que les gars étaient dans le ciel, regardant la Terre exactement à ce moment-là. Celui qui a eu cette idée mérite un Oscar, non? Mais bref, là dans Artemis 2, c'est un moment pour faire plusieurs expériences. Tester comment le vaisseau se comporte, comment le corps des astronautes réagit à ce moment-là. Bref, parce que ce vol sert justement à ça, pour qu'on puisse tout tester, et que la prochaine fois, ce soit pour de vrai. Et puis, après tout ça, quand ils auront déjà fait le tour de la Lune, la gravité de la planète Terre va commencer à prendre le dessus et ils vont revenir. Le retour prend aussi environ 4 jours. D'accord? Quand ils seront en train d'approcher de la planète Terre, encore une fois, il y aura un désarrimage, ce petit morceau blanc ici, qui est le module de service, qu'on appelle aussi à ce moment-là le module de service européen, parce qu'il a été confié à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Celui qui l'a construit, c'est Airbus.
Et en plus d'être une petite fusée, sa fonction est aussi de servir comme une sorte de réserve. Donc, il capte de l'énergie ici à l'intérieur, il y a de l'oxygène à l'intérieur, il y a de l'eau. Sauf qu'à ce moment-là, ils sont déjà pratiquement en train d'arriver sur Terre et ils n'en ont plus besoin. Et c'est pratiquement le moment le plus tendu de tous qui est la rentrée. C'est le moment où il faut placer cette capsule exactement dans la bonne position. Parce qu'elle va arriver à des milliers de kilomètres par heure et rencontrer une épaisse couche d'air en dessous. Et ce choc de la capsule contre l'air fait que les molécules d'air sont comprimées avec une force incroyable à l'avant de la capsule. Et cela génère une température d'environ 3000 degrés Celsius. Alors, il y a un bouclier thermique incroyable qui est bien plus résistant que celui qu'on a fabriqué avec l'ananas et il brûle au fur et à mesure que la capsule descend comme une étoile filante. Et c'est là que la résistance de l'air commence à ralentir la capsule, jusqu'à ce qu'arrive le moment où elle peut ouvrir les parachutes. Et là, elle commence à tomber à une vitesse un peu plus humaine. D'ailleurs, cette petite capsule ici est le seul endroit où les astronautes vont rester pendant tout le voyage. Mais elle est bien plus confortable que lors du premier voyage vers la Lune. Il y a environ 60% d'espace en plus. Ainsi, au lieu de 3 personnes, 4 peuvent tenir ici. Elle dispose d'un appareil de musculation et les toilettes ressemblent à celles d'un bus, donc très étroites, mais il y en a parce que dans la capsule précédente, il n'y avait même pas de toilettes. Alors maintenant, c'est bien d'en avoir, non. L'arrivée du vaisseau en mer, que l'on peut appeler amérissage, est prévue dans l'océan Pacifique. Donc, ils savent déjà exactement à quel endroit cela va se produire. Et plusieurs navires, hélicoptères, etc. attendent déjà les astronautes là-bas. Avant l'amérissage, découvrons qui sont ces 4 personnes partant pour la Lune. Le chef de mission est l'américain Reed Wiseman. Il est déjà allé à l'ISS en tant qu'ingénieur de vol lors d'une des expéditions. Il y a aussi une femme appelée Christina Koch, qui est ingénieure électricienne et physicienne, et elle détient le record de durée de séjour dans l'espace pour une femme. Il y a aussi l'astronaute Victor Glover, il a été le pilote de l'expédition Crew 1 de SpaceX, un gars qui a également déjà volé vers l'ISS. Et l'astronaute canadien Jeremy Hansen, qui est physicien et a également été pilote dans la Force aérienne royale canadienne. Ce qui est intéressant avec cet équipage, c'est que pour la première fois, il y aura une femme. Pour la première fois, il y aura un homme noir. Et pour la première fois, il y aura une personne qui n'est pas américaine, un homme qui est né au Canada. Et ce sont ces 4 personnes que bientôt, dans quelques mois, nous verrons peut-être flotter là dans l'océan Pacifique, sortant de l'écoutille de la capsule Orion lors de la mission Artemis 2. Je sais qu'actuellement, beaucoup de gens de l'autre côté seront déçus et diront qu'ils n'ont pas marché ni sali leurs pieds sur la Lune. C'est prévu pour se produire lors d'Artemis 3, mais ce vol est déjà très en retard. Quand j'ai enregistré la vidéo parlant d'Artemis 1, la prévision était que cet atterrissage sur la Lune aurait lieu en 2025. Benna, qui était là en train d'enregistrer avec moi, a parié que ça allait être un peu retardé et que ça arriverait en 2026. Moi, j'ai dit que ça arriverait en 2027. Les dernières nouvelles indiquent que le module lunaire, le vaisseau qui atterrit sur la Lune, est en retard et qu'on pourrait y arriver en 2028. Si je devais parier, je dirais 2029, 2030, allez. En 2030, vous revenez sur cette vidéo ici pour commenter si j'ai eu raison ou pas. D'accord ? Et maintenant, c'est à moi de remonter ce truc, qui est devenu magnifique. Mais en même temps, c'est un peu fragile. Rien à voir avec la vraie fusée qui pose bien plus de problèmes que celle-ci. Mais ce n'est pas l'une des tâches les plus faciles. Si tu aimes vraiment les fusées, on a publié il y a très peu de temps une vidéo montrant comment se déroule la compétition de fusées de l'OBA, l'Olympiade brésilienne d'astronomie et d'astronautique. Maintenant, il existe une catégorie du Manual do Mundo là-bas à l'exposition de fusées, avec des fusées à 2 étages, c'est-à-dire des fusées qui se séparent dans les airs. Et je vais déjà donner un spoiler. Ils ont réussi à battre le record de la fusée qui va le plus loin, dès la première édition où cette catégorie du Manual do Mundo a été officiellement intégrée. La fusée de l'Olympiade brésilienne d'astronomie ayant été la plus loin appartient à la catégorie Manual do Mundo. Regardez cette vidéo, cette compétition est sensationnelle. Le montage n'était pas si compliqué, n'est-ce pas ?